Je donne la parole à Monsieur Mohamed Alassane. Bonjour, que l'appel à bénédiction de Dieu soit avec vous. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil de sécurité, permettez-moi, alors que s'achève le mandat de la MANUI au 31 décembre, de commencer par remercier les membres du Conseil de sécurité de leur soutien indéfectible et de leur conseil au fil des ans. Qu'il me soit permis de sincèrement remercier le gouvernement irakien d'avoir accueilli la MANUI il y a plus de 22 ans et d'avoir travaillé en coopération avec la mission. Je saisis également cette occasion pour remercier l'Irak et le Koweït présents parmi nous aujourd'hui de leur coopération et de leur soutien à la mise en œuvre du mandat au long cours de la MANUI. Aujourd'hui est une grande journée pour la communauté internationale, pour les Nations Unies, puisque nous assistons à la fermeture digne d'une mission des Nations Unies. À l'occasion de ce dernier exposé, revenons pour quelques instants en 2003, lorsque le Conseil de sécurité a créé la MANUI dans un pays en proie aux conséquences de décennies de dictature, de guerre régionale, de conflits et du terrorisme de Daesh. La voie vers la paix, la stabilité et la sécurité a été semée d'embûches, mais avec le soutien de la communauté internationale, l'Irak a pu remporter une grande victoire, mais au prix d'immenses sacrifices. Il est opportun qu'aujourd'hui nous rendions hommage à la mémoire de toutes celles et ceux qui ont perdu la vie depuis le commencement de la mission en Irak. Je pense notamment aux 22 membres du personnel de l'ONU qui ont consenti le sacrifice ultime lors du bombardement de l'hôtel Canal en 2003. Je saisis cette occasion pour leur rendre hommage et rendre hommage à feu notre collègue Sergio Vieira de Mello et rendre hommage aussi à celles et ceux qui ont survécu à cet acte terroriste, mais qui en souffrent encore. Mon prédécesseur et moi-même avons été frappés par la résilience, par la détermination inébranlable de l'Irak et de sa population qui se sont efforcés de bâtir un avenir plus radieux et prospère, qu'il s'agisse de l'adoption d'une nouvelle constitution ou encore du renforcement et de la consolidation de la démocratie. Lors de 13 processus électoraux fructueux, l'Irak a pu petit à petit consolider les progrès conquis de haute lutte et contre toute attente. Et aujourd'hui, grâce au peuple et aux dirigeants irakiens, le pays vient de tenir sa 6e élection législative le 11 novembre avec une nette augmentation de la participation, puisqu'on a atteint 56%. Il s'est agi là d'une des élections les plus libres, régulières, ordonnées jamais organisées en Irak jusqu'ici. Je saisis cette occasion pour féliciter le peuple irakien, y compris la Haute Commission électorale indépendante et la MANUI, qui, par le truchement de son bureau d'assistance électorale, ont fourni des services à l'Irak tout au long de ces élections. Je ne peut imaginer de meilleure clôture pour la MANUI que les scènes auxquelles moi et mon équipe avons assisté dans les urnes dans le pays. Les Irakiens, les Irakiennes de toutes origines faisaient la file, impatients de voter. Je suis convaincue que l'Irak continuera de faire fond sur les fondations électorales robustes. Et j'espère très sincèrement qu'un nouveau gouvernement sera formé sans tarder.
je me dois de souligner que la formation d'un nouveau gouvernement régional du Kurdistan reste en souffrance après plus d'un an de négociations dans l'impasse. La formation de gouvernements fédéral et régionaux en Irak sera l'occasion de renforcer les liens entre Bagdad et Erbil et de régler les différentes questions restant en souffrance, notamment la question des territoires contestés. Les liens entre Bagdad et Erbil constituent un partenariat essentiel nécessitant coopération et dialogue ouvert conformément à la constitution irakienne. L'Irak a pu dépasser de nombreux obstacles pour parvenir à la stabilité. Toutefois, les conséquences des conflits ont conduit à des besoins humanitaires importants et qui perdurent. Un million d'Irakiens restent déplacés. Ce n'est pas un chiffre négligeable. Leur retour pleinement volontaire et leur réinsertion font face à des difficultés économiques, sociales et sécuritaires. Je pense notamment aux plus de 100 000 yézidis qui, après 11 ans, vivent encore dans des camps de déplacés dans des conditions des plus précaires. Les rescapés, victimes d'indicibles souffrances du fait de Daesh, m'amènent à être vivement préoccupée. Nous avons vu en 2025 que les départs des camps ont fortement augmenté. Ces communautés ont besoin d'une intervention ciblée afin d'apporter un soutien humanitaire et de garantir un logement, les moyens de subsistance, la protection sociale, la réconciliation communautaire sur le long terme. Voilà pourquoi, une fois de plus, j'en appelle à l'adoption d'un plan national global de mise en œuvre de règlements et de solutions durables. Je suis également vivement préoccupée par les attaques perpétrées contre les installations et infrastructures irakiennes, y compris les attaques récemment perpétrées contre les installations pétrolières et gazières dans la région du Kurdistan irakien. Il faut que ces agissements cessent et que les auteurs soient traduits en justice. Madame la Présidente, l'Irak a fait montre d'un leadership louable en lançant un effort concerté plus tôt cette année afin d'accélérer le rapatriement de ses ressortissants du nord-est de la Syrie. À ce jour, environ 20 800 personnes sont rentrées en Irak. Ce n'est pas rien. Alors que les retours se poursuivent, le dernier est d'ailleurs survenu hier, il reste absolument essentiel d'allouer les ressources nécessaires à une réinsertion durable dans la dignité, notamment en garantissant l'accès continu aux services de base, moyens de subsistance et soutien communautaire. Pour avoir rencontré des Irakiens déplacés, pour avoir entendu leurs récits, je me félicite de l'engagement pris par le gouvernement, réitéré d'ailleurs lors de la conférence internationale de haut niveau sur le rapatriement à New York en septembre dernier. L'engagement donc à garantir et à achever le retour de tous les ressortissants irakiens du nord-est de la Syrie d'ici la fin de l'année. Je félicite l'Irak de son élection au Conseil des droits de l'homme et je tiens à souligner que ce statut de membre est assorti d'une responsabilité particulière, à savoir défendre les normes les plus strictes dans la promotion et la protection des droits humains.
Nombreux sont les défis restants à relever à ce sujet. Je pense notamment à la nécessité de garantir la protection et l'exercice des droits des minorités, des femmes et des jeunes notamment, et à continuer de défendre la liberté d'expression, pierre angulaire d'un dialogue public ouvert dans une société démocratique robuste. Il s'agit également de garantir le respect des droits des filles et de s'abstenir d'autoriser les mariages précoces. Je compte que les dirigeants irakiens, y compris les dirigeants religieux, continueront de se saisir de ces différentes questions alors que le pays entame un nouveau chapitre de partenariat avec l'ONU. S'agissant de l'Irak et du Koweït, nous allons transférer le mandat sur les ressortissants koweïtiens disparus et les biens et les ressortissants des États tiers, y compris les archives de la MONUSCO, à un haut représentant tel que convenu par le Conseil de sécurité. Plus de 300 personnes, essentiellement des Koweïtiens, restent portées disparues malgré les progrès réalisés il y a quelques années. S'agissant des archives nationales, je compte que grâce à ce nouveau mécanisme de haut représentant, tant l'Irak que le Koweït renouvelleront leurs efforts pour boucler une fois pour toutes ces différents dossiers. J'invite l'Irak et le Koweït à continuer de dialoguer sur la base des principes de bonne relation de voisinage, de respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, ainsi que dans le respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des États. Les réunions du mois de juillet et septembre et les réunions tenues il y a quelques jours en novembre du sous-comité juridique et technique Koweït-Irak visant à délimiter les limites maritimes au-delà du point 162 sont des mesures prometteuses, mais qui doivent conduire à des résultats concrets dans l'intérêt des deux pays. Permettez-moi de le répéter. Je ne vois pas pourquoi l'Irak et le Koweït ne pourraient pas avoir une excellente relation. À rétablir la confiance mise à mal passera par des mesures concrètes afin de ne pas répéter les erreurs d'hier. Madame la Présidente, très chers collègues, le début de l'année prochaine coïncide avec un nouveau chapitre du partenariat de longue date entre l'Irak et l'ONU. Le départ de la MONUSCO ne signifie pas la fin de ce partenariat entre l'Irak et l'ONU. Tout au contraire, c'est le début d'un nouveau chapitre qui verra s'écrire l'avenir de l'Irak mené par l'Irak. Les Nations Unies se tiendront aux côtés de l'Irak pour qu'il puisse faire fond sur les progrès conquis de haute lutte grâce à la fourniture de connaissances techniques, de conseils prodigués et de soutien programmatique apporté par l'équipe de pays des Nations Unies sur les questions telles que la croissance économique inclusive, la résilience climatique, les droits humains, les déplacements ou encore la pleine et entière participation des femmes, des jeunes et des minorités. En conclusion, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs membres du Conseil de sécurité, sachez que ce fut un privilège et un plaisir que de travailler au service de la population irakienne à la tête de la MONUSCO. J'ai pleinement confiance en la résilience du peuple irakien et en leur détermination et la volonté de leurs dirigeants de relever tous les défis pouvant survenir à l'avenir, comme ils l'ont fait
au cours des 20 dernières années, ce qui mérite d'être salué. Je les invite à s'efforcer de jeter des passerelles de confiance et d'amitié, à promouvoir les intérêts communs avec tous les pays voisins et à rendre à l'Irak sa gloire de berceau des civilisations. Je remercie tout le personnel de la Manui qui a travaillé avec engagement et dévouement tout le long du mandat de la mission et qui a rendu possible sa mise en œuvre. Permettez-moi également de remercier du fond du cœur les unités de garde de Fidji et du Népal des Nations Unies de leur engagement indéfectible et de leur service exemplaires qui ont été précieux à l'action de notre mission. Enfin, je remercie les membres, les États membres et le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, de leur confiance lorsqu'ils m'ont confié cette mission et m'ont permis de concrétiser mon inspiration en travaillant au service des nobles principes de l'organisation. Je vous remercie.